sur la partie diagnostic et recherche en rapport avec la médecine de précision. On va faire le tour de la question de la génomique au niveau mondial concernant les nouvelles applications et aussi en rapport avec la médecine de précision. Alors, sur le plan pratique en routine médicale actuellement, les différentes explorations existantes actuellement au niveau mondial, presque dans la plupart des pays au niveau international, c'est-à-dire la cytogénétique classique, la cytogénétique moléculaire, qui est représentée par la fiche et la CGHRE, et bien sûr les techniques de séquençage. Sur le plan évolution à l'international, on peut dire que les choses ont commencé réellement en pratique médicale à partir de 1990 à ce jour. Il est passé par plusieurs applications. Dans ces applications, avec des étapes très, très importantes sur le plan international, allant du fameux projet international sur le génome humain et passant par le diagnostic, les thérapies ciblées qui ont révolutionné l'approche de la génétique et aussi le diagnostic prénatal, préimplantatoire, qui est un outil de génétique, du conseil génétique qui est très, très important pour les maladies génétiques héréditaires. Et actuellement, on vit une révolution qui est en rapport avec les big data, en rapport avec la nouvelle génomique, ce qu'on appelle du séquençage nouvelle génération du NGS, avec les gestions des big data. Et bien sûr, maintenant, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, on est dans l'ère des applications de la génomique en pratique médicale à travers les thérapies cellulaires, les thérapies géniques, et l'évolution vers une nouvelle approche qui va coupler toutes les approches de la génomique constitutionnelle, acquise et microbiologique. Et en coordination étroite avec l'intelligence artificielle, c'est tout à fait normal. Quand on est dans les big data, l'intelligence artificielle est devenue un outil très important. Le séquençage Singer, qu'on utilise depuis presque 25 ans en pratique médicale dans tous les hôpitaux au niveau international, il est caractérisé par plusieurs précisions en termes de parallélisme, en termes de taille, en termes de précision et en termes de coût. Le coût, il est élevé si vous êtes dans des gènes de grande taille, mais dans les mutations récurrentes ou des mutations ciblées, le coût, il est acceptable, même à faible coût. Mais quand on est dans la génétique, dans les plusieurs gènes, et une approche pangénomique, bien sûr, le coût est exorbitant et le temps est très important. Ce qui limite l'application du séquençage Singer, qui est le séquençage de la première génération. C'est grâce à, il y a 13 ans, que l'Human Genome Project, 3 milliards de dollars qui a coûté. Vous allez voir qu'actuellement, en 2030, le coût, ça a pris 13 millions de dollars. En 2030, il sera à 16 dollars. Donc, vous allez voir comment les choses ont évolué en quelques décennies. Et bien sûr, l'initial et le début de la génomique mondiale a commencé par ce projet. Et on va évoluer de la génétique première génération à la génétique deuxième génération. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est une technique pangénomique qui va aller explorer des gènes de grande taille, plusieurs gènes, et voir tous les exons du génome, voir le génome en entier. Et sur le plan, actuellement, on vit dans l'ère post-génomique, c'est-à-dire sur le plan scientifique, on a dépassé la notion du séquençage, soit du génome, soit de l'exome. On est maintenant dans l'ère post-génomique. Et qu'est-ce que c'est cette ère post-génomique où la médecine de précision fait la partie la plus importante en termes d'application. Et si vous remarquez que dans les 20 dernières années, si on regroupe toutes les technologies qui ont perturbé l'évolution, qui ont perturbé et qui ont bouleversé le côté financier aussi humain, c'est parmi ces découvertes ou cette approche technologique, c'est le NGS. Il y a l'Internet, il y a les objets intelligents, il y a l'impression 3D, etc. Mais en termes d'NGS, il représente une révolution de la santé, une nouvelle approche très importante dans la médecine de précision. C'est pour cette raison que ici vous avez une diapositive qui regroupe l'évolution et aussi les différentes technologies de séquençage
première et deuxième génération et troisième génération, allant du séquençage classique Singer qu'on utilise actuellement comme technique de routine jusqu'à l'Optica Genome Mapping. C'est une technique qui est très importante, qui va regrouper l'application de plusieurs technologies en même temps. Donc, on va aller d'un laboratoire à plusieurs salles, à un laboratoire à une paillasse, voire un laboratoire dans notre main. Et ce qui va être le plus important dans l'approche, c'est la corrélation entre l'approche bioinformatique et l'approche clinique. C'est ça qui va révolutionner la nouvelle médecine, c'est regrouper la partie bioinformatique et les applications cliniques. Je ne vais pas lister toutes les technologies, ça va être détaillé par notre collègue professeur Askandar en termes de bioinformatique et les différentes techniques, mais sachez que toutes les techniques de séquençage nouvelle génération, ce sont des techniques soit de séquençage de courte taille ou de séquençage de longue taille. Et bien sûr, les différentes technologies ont évolué entre les années 75 jusqu'à aujourd'hui avec l'apparition de plusieurs technologies. Et ces technologies, que ce soit de long read ou de short read, ce sont des technologies qui vont, dont l'objectif, c'est de séquencer et de détecter le maximum d'anomalies en termes de mutations ponctuelles, en termes de délétions, en termes d'anomalies de structure aussi, même de grande taille, à travers les nouvelles approches. Les étapes de séquençage, en général, passent par l'extraction, par les librairies, par le séquençage proprement dit avec différentes technologies, et bien sûr, passent par l'analyse bioinformatique, à travers la corrélation avec la séquence du génome de référence et les différentes validations en termes de bioinformatique. Ici, vous avez le séquençage par nanopore. Vous allez voir l'évolution de la taille aussi, et aussi du coût. $1000 pour acheter un séquenceur pour faire du séquençage, du nanoséquençage. Peut-être ultérieurement, on aura l'occasion de discuter qu'est-ce que c'est le nanoséquençage et son application. Et si vous voyez cette diapositive de National Health Institute des États-Unis, que le coût du génome humain en presque 25 ans a évolué de milliers de dollars vers, actuellement, on peut parler de 150 à 200 dollars, le séquençage proprement dit, sans analyse bioinformatique ni interprétation médicale. Et en 2030, selon la vision stratégique du coût et du market, va évoluer vers les alentours de 16 dollars, c'est-à-dire qu'on peut dire 200 dirhams et vous aurez votre séquençage. Mais l'approche sera différente. C'est une approche de bioinformatique pure et dure qui est corrélée à l'intelligence artificielle, à l'expertise clinique. Est-ce que cette mutation est corrélée à votre phénotype ou pas? À son application sur la partie thérapeutique, d'autant plus qu'on est actuellement, il y a l'accès aux nouvelles pratiques de thérapie génique, à plusieurs outils dont on va détailler à la fin, et qui sont actuellement, plusieurs approches sont actuellement en FDA, c'est-à-dire ils sont approuvés dans la pratique médicale. Si vous prenez le marché mondial en termes de génomique, c'est un marché qui évolue de façon exponentielle, mais si vous voyez dans le schéma en bas, ici, le point en bleu, ça représente Middle East Africa, ça représente 3% du marché mondial. C'est-à-dire l'Afrique et Middle East et Afrique ne représentent que 3% du marché mondial. La grande partie du marché mondial se regroupe au niveau de l'Amérique du Nord. Après, dans les prochaines années, la Chine et bien sûr l'Europe. Et la Middle East Africa ne représente que 3% du marché mondial. Les applications du NGS, il n'y a pas que le séquençage classique, proprement dit, c'est la séquence de l'ADN ACTG, mais aussi il y a d'autres approches qui sont la transcriptomique, l'épigénomique qui va être détaillée par le professeur Alaoui, et la métagénomique. Et tous, actuellement, sont rentrés en pratique médicale avec des niveaux différents, à différents niveaux d'application, que ce soit en constitutionnel dans les maladies rares, dans les maladies communes, qui sont le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies de système, les maladies immunitaires, auto-immunitaires, mais aussi
dans les approches de la métagénomique. Et vous allez voir, on va voir quelques applications dans ce sens. Là, c'est la liste des applications sur le plan pratique. Et la décision thérapeutique, par exemple, chez les patients, que ce soit en indication de chimiothérapie, de radiothérapie, de chirurgie en oncologie, la génétique actuellement est le gold standard. C'est systématique dans tous les cancers, solides aussi en oncohémato. En prénatal aussi, ils ont une approche très importante, mais il y a des grandes problématiques éthiques et réglementaires qu'on va discuter après. Dans la médecine, dans la routine de la génomique clinique, dans le futur en 2030, le futur c'est-à-dire demain, 2030, ce n'est pas le futur, c'est demain, parce que ce qui va se passer en 2030, c'est aujourd'hui, c'est hier qu'on a déterminé ce qui va se passer en 2030, parce que la marge de manœuvre, c'est aux alentours de 20 ans. En marge. Si vous voulez développer une technologie, il faut commencer maintenant pour avoir le résultat dans 20 ans, si vous voulez développer une nouvelle technologie. Donc celui qui veut être présent, il doit se lever très tôt pour être présent à l'heure exacte en termes de concurrence à l'international. Et ce que se fait maintenant le séquençage entre les États-Unis et la Chine, on est dans une concurrence entre deux technologies différentes, qui sont similaires en termes de base technologique, mais différentes en termes d'application et aussi en termes de puissance de marché. Sur le plan pratique, actuellement, on a l'approche pangénomique, c'est-à-dire tout le génome, ce qu'on appelle le Whole Genome Sequencing, c'est-à-dire le WGS, c'est actuellement d'indication systématique en pédiatrie, essentiellement quand vous avez des signes comme dysmorphie, retard mental de façon globale. La bonne indication, c'est le Whole Genome, qui est une très excellente indication, mais qui nécessite une approche de bioinformatique qui est très très importante, parce que imaginez le nombre de polymorphismes à interpréter et à corréler aux données de la population. Parce que le Whole Genome, c'est les Africains, est différent d'un Whole Genome, c'est les Caucasiens. Donc l'interprétation, d'autant plus que la plupart des bases qui sont analysées, ce sont des bases des Caucasiens. Donc l'interprétation, elle est plus difficile dans nos pays parce qu'on n'a pas encore beaucoup de data qui peut corréler à la présence ou à valider un polymorphisme ou un variant que dans d'autres populations caucasiennes qui sont bien étudiées sur le plan génomique. On a le Whole Exome, le Whole Exome. Le Whole Exome, maintenant, chez un pédiatre, ça devient de la routine médicale au niveau international et aussi au Maroc. On a beaucoup d'expérience dans ce sens qu'au début, on sous-traitait à l'international, mais que, Inch'Allah, ça va être de la routine médicale. Bien sûr, on est obligé parce que c'est l'évolution standard des choses, c'est que toujours une technologie, quand il y a un besoin clinique, elle va s'installer, car le besoin est là, et c'est très important, et ça sauve énormément de vies, essentiellement en pédiatrie, et bien sûr, je parle du Whole Exome. Alors, concernant les panels, leur indication, elle est toujours là, très importante, que ce soit en oncologie, que ce soit en oncohématologie, et en pédiatrie, et en pharmacogénomique. Maintenant, on a des panels de pharmacogénomique, de cardiogénétique, de nephrogénétique, de retard mental, non syndromique. On a des panels concernant des panels en prédisposition aux tout ce qui est infectieux. On a des panels dans le cancer héréditaire, des prédispositions héréditaires au cancer. Ce soit bien sûr les deux cancers les plus étudiés et les plus explorés en termes de pratique médicale, c'est le cancer du côlon et le cancer du sein. Le transcriptome, essentiellement, il a beaucoup exploré essentiellement dans le domaine de la recherche biomédicale, mais son approche est toujours là. Quand on est devant des suspicions de mutations qu'on veut valider, des variations de séquences qu'on veut valider, on sera amené à utiliser le transcriptome. Et bien sûr, il y a énormément d'applications qui sont en cours de validation dans des essais cliniques à l'international. L'épigénomique et les trois modifications et études que va détailler le professeur Alaoui, que ce soit la méthylation, les histones, les modifications d'histones et la méthylation RNA methylation. Tout ça, on va le voir avec le professeur Alaoui dans la deuxième présentation. La métagénomie qui est détectée, tout ce qui est prokaryotes, bactéries, virus, dans la même technologie et qui a permis, et je pense dans le futur proche, très très rapidement, c'est la surveillance épidémiologique par métagénomique. Ce sera de la routine médicale au niveau des aéroports, au niveau des risques épidémiques au niveau mondial. Et ça va être une détection d'épidémie qui va être moléculaire, qui va prédire un risque d'apparition d'une épidémie à travers la métagénomique.
Et ça, c'est grâce au big data, aux données big data, et aussi grâce à l'intelligence artificielle. La bioinformatique de NGS, c'est pas une approche, c'est l'approche la plus complexe. Alors, dans quelques années, sur le plan NGS, c'est 5% de technique et 95% de bioinformatique. 5% de technique et 95% c'est de la bioinformatique. C'était l'inverse de la biologie il y a longtemps. La biologie, il y a longtemps, il y a 2 décennies ou 3 décennies, c'est beaucoup de technique, beaucoup de paillasse, beaucoup de problèmes techniques, de validation, etc. Maintenant, et même de validation, un laboratoire peut être accrédité en quelques minutes parce qu'il est en enceinte fermée et l'accréditation, elle vient avec. Mais ce qui nécessite pas qui nécessite vraiment la problématique de l'accréditation, c'est la compétence humaine. Au fait, celui qui va valider à la fin, parce qu'il y a tellement de data que techniquement, c'est très facile, mais quand vous avez les résultats data, il y a 2 problématiques. Le stockage des data, qui coûte énormément cher. Vous stockez un génome à 3 milliards de paires de bases, vous le stockez dans des clouds, c'est payant. Et il y a des études de marché, je ne voulais pas rentrer dans ces détails, qui sont assez coûteux, qui doivent être pris en considération de le prix de NGS. Quand je vous dis séquencer, c'est séquencer un whole génome, $200, mais le problème c'est après. Où stocker la bioinformatique, l'intelligence artificielle, la validation clinique et le rendu de résultats. Donc c'est des coûts en surplus. Et c'est pour ça, dans les variants, quand vous trouvez un variant, qui peut être un variant, un polymorphisme, comme il perd une mutation, donc vous êtes obligé de passer à travers les logiciels d'intelligence artificielle, même une manipulation directe sur des sites pour valider à travers des sites de maladies rares, comme l'OMIM, ou à travers des publications pour voir la fonctionnalité d'un gène ou l'interaction entre deux gènes. On peut avoir une mutation, mais qui est une mutation régulatrice, qui n'a pas la mutation causale, dont une autre mutation qui est la vraie cause. Donc, au fait, ce n'est pas aussi facile. Une mutation ne veut pas dire une pathologie. Il y aura d'autres facteurs qui vont varier l'expression de ce gène qui ne sont pas liés à cette mutation. Ce qu'on appelle l'approche polygénique, qui est une approche qui va prendre en considération, qui prend en considération dans l'interprétation. Bien sûr, la bioinformatique, à travers l'intelligence artificielle, au fait, c'est un élément d'entonnoir qui va passer par des filtres jusqu'à la fin avoir quelques polymorphismes. Et là, c'est corrélé à la partie clinique. On est obligé, dans certains temps, de revoir le patient, de le réexaminer, de demander des bilans complémentaires pour revoir le patient, demander des explorations radiologiques, des IRM, pour voir est-ce qu'il a une anomalie du corps calleux, pour corréler, pour dire qu'il a une anomalie du corps calleux. C'est pour ça que cette mutation elle est corrélée, qui est impliquée dans l'embryogénèse. Donc il y a tout un travail de staff médical obligatoire, ce qu'on appelle le RCP moléculaire, qui est très important pour rendre un résultat. Ce n'est pas un résultat automate, l'automate il est dans le séquençage, mais ce qui est important, c'est le post-séquençage, c'est l'interprétation clinique corrélée à la bonne utilisation du bon outil d'informatique, qui est essentiellement un outil d'informatique d'intelligence artificielle. Et bien sûr, chacun peut utiliser un algorithme, c'est-à-dire vous pouvez créer votre algorithme qui est adapté à votre population ou à une pathologie particulière et créer des hotspots, c'est des mutations très récurrentes, et créer un panel spécial d'une population donnée. Donc, au fait, c'est la connaissance du raisonnement qui est très importante, clinique, au fait, raisonnement génétique et clinique et biologique et phénotypique. Et le rendu des résultats d'une NGS passera systématiquement selon des recommandations à l'international. Comment on écrit un rapport, quelles sont les choses qui est obligatoire, doivent figurer dans un rapport médical. On se base essentiellement sur l'American College of Medical and Genetics and Genomics, sur la National Comprehensive Cancer Network et les autres, l'ASCO, le CAP, etc. Donc tout ça, c'est des recommandations qu'on trouve et qu'on est obligé de suivre à l'international parce qu'ils ont énormément de recul. C'est des séminaires et des congrès de milliers de personnes avec des experts à l'international dans ce domaine. Et voilà un exemple de rapport médical concernant un whole genome qui va regrouper la mutation qui est confirmée. On trouve aussi un patient qu'on peut trouver à l'état hétérozygote, qui par exemple, il est hétérozygote pour la phénylcétonurie. Ça veut dire que dans sa descendance, il y a un risque d'apparition de phénylcétonurie
dans la descendance. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un mariage consanguin, mais s'il y a un mariage consanguin, il faut qu'il y ait un conseil génétique prénuptial pour orienter la fille, pour qu'il n'y ait pas la naissance d'un enfant fait des cétules, parce qu'on sait qu'il était hétérozygote. Si son enfant se marie avec sa cousine, ou il se marie avec sa cousine, il y a un risque d'apparition dans la descendante. Donc, on fait de la médecine prédictive. Donc, on est dans la médecine de précision. Et aussi, dans le rapport, est-ce qu'il y a d'autres mutations? Il peut avoir une maladie génétique, mais avoir la mutation de Huntington. Donc, on peut avoir. Et là, ça pose une problématique de choses qu'on ne savait pas et qu'on trouve. Faut-il annoncer à un enfant qu'il va être Huntington, alors qu'il peut vivre des années? Ils peuvent avoir une forme, je ne parle pas de Huntington de façon globale, une forme d'expression très, très atténuée. Donc, ça dépend du gène. Est-ce qu'il y a une pénétrance complète ou incomplète? Et dans le même rapport, on va trouver tout ce qui est pharmacogénomique. Et c'est très important dans la prise en charge. On sait que cette personne, il va faire un urticaire, même une réponse pharmacologique de toxicité qui est très importante et il risque de décéder. Dans le même rapport, on trouve des rapports de pharmacogénétique. Dans le même rapport, on trouve tous les polymorphismes à susceptibilité pharmacologique. Donc, le médecin, quand il va traiter son patient, pédiatre, endocrinologue, interniste, il va prendre en considération son profil pharmacogénomique pour adapter le traitement. La médecine de précision, au fait, pour définir, c'est tout simplement, c'est prévenir et traiter. Et dans la bibliographie à l'international, la présence de la génétique clinique de routine est obligatoire dans une structure hospitalière. Avant, peut-être, on peut s'en passer de la génétique dans des structures, mais maintenant, obligatoire d'avoir la génétique clinique parce qu'elle ne concerne plus que les maladies héréditaires, elle concerne toute la pathologie. 7 diagnostics sur 10 en pratique médicale en 2030 sera de la génétique. Je ne parle pas des maladies héréditaires, je parle de tout. Diabétique, on sait qu'il va répondre à ce traitement, ne pas répondre à ce traitement. Est-ce qu'il y a une susceptibilité familiale? Comment mon fils ne va pas faire développer le diabète avec ses complications alors qu'il est porteur d'une susceptibilité d'avoir un diabète? Et là, c'est une affaire de score, d'intelligence artificielle et d'adaptation, de prise. Est-ce que le sport est obligatoire et quel type de sport? Et aussi, je vais enchaîner sur la nitrogénomique. Et c'est pour ça qu'actuellement, on va classifier la nouvelle médecine en phénome, exposome et moléculaire phénome. C'est ça la nouvelle médecine. Et l'approche, elle va regrouper tous les éléments. Et la prise de décision médicale, maintenant, c'est le RCP. Ça dépend de la spécialité. Est-ce qu'on est pédiatrie? Est-ce qu'on est médecine interne? Est-ce qu'on est en oncologie, en oncohémato? C'est le RCP qui décide, où la présence de la génétique est très importante pour adapter la prise en charge. Et quand on reprend un petit peu la médecine de précision, c'est tout ce qui est détection précoce, tout ce qui est cancer, maladies rares. On a plus de 6000 maladies rares et tous les jours on découvre pas une maladie, une mutation à expression caractère. Ça peut être le même spectre, c'est-à-dire une myopathie, etc. Mais les mutations sont corrélées à la réponse thérapeutique. Il y a des thérapies géniques qui sont adaptées à telle mutation, mais ne sont pas adaptées à d'autres. Donc, avoir le profil mutationnel des maladies est très important pour adapter même les futures thérapies géniques qui ont le FDA. Et si on prend ce schéma, la génétique sur le plan pratique, elle regroupe toutes les applications depuis qu'on est une cellule. Et là, on commence par le diagnostic préimplantatoire jusqu'à après la mort. Une mort suspecte. Autopsie blanche. On fait un whole génome, un exome, ou des mutations ciblées, on peut expliquer la mort, telle que l'arrêt cardiaque lié à des QT longs cardio qui entraînent des troubles de rythme et un arrêt cardiovasculaire. Donc, on peut corréler une mort suspecte et maintenant, de plus en plus, les centres de médecine légale font systématiquement, certaines bien sûr sur indication, un whole génome ou un exome qui permet de diagnostiquer, de corréler la mort à une pathologie. Et bien sûr, quand il est corrélé à une pathologie, c'est une mort naturelle. Donc, c'est très important en médecine légale et aussi dans ce qu'on appelle la génomique post-mortem, qui est une pratique importante. Et bien sûr, sans oublier le dépistage néonatal dont je vais parler, et bien sûr les 1000 premiers jours de la vie, parce que le plus important chez un enfant, c'est les 1000 premiers jours. Et je pense en 2040, Inch'Allah,
le NGS sera de routine en dépistage néonatal. Parce que certains États et pays ont installé certains des projets pilotes. Je ne vais pas lister tous les pays qui l'ont développé, mais sûrement ça va être du NGS ciblé, target. C'est-à-dire qu'on va mettre toutes les mutations où il y a un intérêt de prévention. Ce n'est pas la peine de leur dire que vous allez être un Huntington alors qu'on ne va rien faire. Donc, on va détecter des mutations, il y a un intérêt de prévention, de traitement et même de greffe. On peut faire une greffe asymptomatique, mais on sait qu'il va développer des leucémies, il va développer un problème de pancytopénie, voire une aplésie médulaire suite à une maladie génétique. On va être préventif et faire de la greffe avant l'installation même des signes cliniques. Le Maroc, il a toutes les caractéristiques actuellement épidémiologiques de développer beaucoup de pathologies, que ce soit parce que retard de mariage, taux d'infertilité très bas, espérance de vie augmentée, donc on aura plus de cancers, et c'est estimé en 2030, 73 nouveaux cancers par an. Actuellement, on est à 53 000 nouveaux cancers par an. Ça veut dire que le besoin de la génétique en termes de NGS est très important, d'autant plus que beaucoup d'indications thérapeutiques, d'indications en médecine fétale, et actuellement en demande exponentielle. Alors, sur le plan génétique médical, on a une approche qui est purement médicale, qui passe par la consultation génétique médicale. Bien sûr, on peut régler quand on a une suspicion de trisomie 18, une malformation d'un enfant mal formé à la salle d'accouchement. On ne va pas faire un whole génome, on fait un karyotype qui coûte pas cher, 1200 dirhams, et vous avez le résultat, trisomie 18, on règle le problème est là, et le problème est réglé. Réglé, c'est-à-dire en termes de diagnostic. Mais bien sûr, si vous avez un retard mental syndromique, là, c'est l'examen clinique. Est-ce qu'on fait un whole genome? Est-ce qu'on fait un panel? Donc ça dépend de la suspicion clinique, etc. Donc c'est la clinique qui va déterminer quel test. Parce qu'on a on passe, et en même temps, même si on fait un whole genome, si on n'a pas la clinique, si on n'examine pas notre patient, on ne va pas s'orienter vers quelle mutation, parce qu'on a des milliers de polymorphismes et plus de 25 000 nouveaux gènes. Et on a et aussi, sans oublier, l'ADN intergénique. Là, c'est une autre problématique d'interprétation. Et bien sûr, quand on parle de la génétique, il y a deux approches. Il y a l'approche clinique et la post-testing. Et tous les deux, ils sont en corrélation. Le diagnostic préimplantatoire, il a ses indications. C'est très important, bien sûr, actuellement, il est en cours, en expansion sur le plan mondial. Je pense au Maroc, on est un petit peu en retard par rapport aux applications monogéniques. Je pense qu'en application cytogénétique, c'est déjà installé. Mais en application monogénique, il faut faire sur le plan compétences, les compétences sont là. Seulement, il faut travailler en coordination avec tous les praticiens de la PMA au niveau du Maroc. Le diagnostic prénatal non invasif est très important, mais il faut savoir actuellement au Maroc qu'on a un vide juridique en termes d'interruption médicale de grossesse. Et le fait de faire un diagnostic prénatal non invasif nécessite toute une démarche médicale. Donc il faut la confirmation, il faut corréler aux données cliniques, il faut passer par un staff de prénatal parce que la décision doit être une décision collégiale. Premièrement parce qu'il y a des faux négatifs, il y a des faux positifs. Donc c'est vrai qu'elle rend énormément service, mais il faut faire très attention en termes de législation et en termes de diagnostic. Le dépistage néonatal, j'ai déjà parlé qu'actuellement, il est de routine dans tout le pays. Au Maroc, on a commencé le dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale, mais on a du chemin à faire, on est en retard, mais on avance par rapport à beaucoup de pays africains, mais on a publié un article sur l'état d'avancement au niveau du Maroc. La dysmorphologie, maintenant, il est corrélée aux données de l'intelligence artificielle photo, et que vous prenez la photo du malade avec son aspect radiologique, IRM, et vous pouvez, à travers l'intelligence artificielle, s'orienter vers un nombre limité de pathologies dont vous allez confirmer ou pas la présence d'une mutation en faisant du NGS. Donc aussi l'intelligence artificielle, à travers la prise de photos par des outils d'informatique et d'intelligence artificielle qui sont corrélés avec des algorithmes d'interférence qui vont nous donner une suspicion clinique. Et bien sûr, les sous-disciplines qui sont en train de se développer, carrément des disciplines branches de la génétique, qui sont la pharmacogénomique, la nutrigénomique, les microbiomes analysis. Maintenant, on sait que beaucoup de microbiome intestinal interfèrent à la réponse ou pas à la chimiothérapie. On sait que des enfants sont des mauvais répondants en chimiothérapie parce que leur microbiome est un facteur de résistance.
Donc c'est pour ça qu'il y a le développement de beaucoup de médicaments qui changent le microbiote pour l'orienter vers un microbiote particulier, pour être répondeur à une chimio, pour être répondeur à une dose pharmacologique d'un médicament quelconque. Donc, et aussi la métagénomique de la peau. Je ne vais pas rentrer sur la métagénomique de la peau en corrélation avec le risque de mélanome, etc. Aussi, la partie, 2 minutes je termine, la partie testing aussi génétique est très importante dans le sport génomique. C'est grâce à ça qu'on va déterminer. Il y a des athlètes qui, on sait qu'il n'est pas bien en saut longueur, il est plutôt dans le cyclisme. Il va évoluer bien dans le cyclisme parce qu'il y a des personnes qui font des ruptures tendineuses très rapidement. Donc, ce n'est pas la peine qu'ils fassent le foot. Parce qu'il a des... Donc, en fait, ça, c'est orienter ce qu'on appelle le sportomique ou l'atomique, difficile à prononcer, et qui prend en considération la génétique et d'autres facteurs. Mais la génétique, maintenant, on sait que tel profil, il est plutôt dans ces sports pour orienter les carrières pour les professionnels. Je ne parle pas faire le sport pour faire le plaisir du sport ou pour votre santé, mais je parle des sportifs professionnels. L'orientation maintenant dans les clubs au niveau international, ils font de la génétique avant de commencer une carrière professionnelle. Maintenant, il doit être systématique. Et le professeur Benouche vient de publier un article sur le cyclisme au niveau du Maroc. Il vient d'être accepté. Et on a un profil marocain pour les cyclistes au niveau du Maroc. L'article, il est accepté. Alors, et aussi l'obésité. Alors, ça sent que, par exemple, en Arabie Saoudite, 60% des enfants en Arabie Saoudite sont obèses. Et 30% des femmes au Maroc sont obèses. L'obésité représente... au fait, ces polymorphismes existent avant. Mais le fait, l'hygiène de vie, vous avez une susceptibilité, vous ajoutez l'environnement, et voilà l'obésité, maladie métabolique. Et on sait actuellement que si vous avez ces polymorphismes, avec par exemple l'A ou vitamine E, et vous avez un risque de faire une obésité abdominale. Vous savez que l'obésité abdominale est un facteur de prédisposition à l'infarctus du myocarde. Donc il est plus être en facteur à l'obésité abdominale. La psychiatrie, là c'est des exemples rapidement et je termine. La psychiatrie, actuellement la génomique, elle rentre dans la... On sait s'il y a dans la salle des psychiatres, où on vient de faire une réunion avec les psychiatres, on sait que il y a beaucoup de patients qui ne répondent pas aux antidépresseurs, antipsychotropes, etc. Ils ne savent pas pourquoi. Et au fait, tout simplement, c'est un problème métabolique de polymorphisme. Donc, il prend en considération la génomique, aussi tout ce qui est micro-RNA, et adapter le traitement. Là, c'est un bon répondeur, un mauvais répondeur, on change de classe thérapeutique, et on sait qu'il ne va pas être répondeur, ou il va être répondeur pour telle ou telle classe. Et là, c'est des études aussi qu'il faut adapter à la population. Au fait, ce qui se fait aux États-Unis, en Europe, en Norvège, en termes de polymorphisme, n'est pas applicable au Maroc. Parce qu'on a d'autres polymorphismes. Donc, il faut faire des... Maintenant, la recherche, avant, c'était un luxe. Maintenant, c'est une obligation. Parce qu'on est obligé d'adapter notre profil thérapeutique à notre génomique. Donc, développer la recherche en génomique dans un État n'est plus un choix. Si vous voulez appartenir à ce monde, c'est une obligation stratégique pour un État, même sécuritaire. Et bien sûr, là, c'est la liste des thérapies au niveau psychiatrique. L'oncologie, j'ai déjà parlé de l'oncologie et leur approche, sans oublier qu'actuellement, on biopsie peu. C'est grâce à la biopsie liquide, on peut suivre maintenant une réponse thérapeutique sur le sang parce qu'on a l'ADN tumoral qui circule au niveau du sérum et on adapte nos traitements. Il y a aussi le séquençage d'une cellule qui est actuellement de routine et qui aura un avenir très prometteur sur toutes les applications. Je termine sur le multi-omics, c'est des applications d'intelligence artificielle qui sont très complexes, mais qui va être le futur. C'est encore dans le domaine de la recherche biomédicale, mais il y a des résultats qui sont très encourageants. Et je pense que dans les prochaines années, beaucoup d'applications et de marqueurs dans différentes applications prendront en considération l'approche multi-omics sur toutes les applications sur le plan médical. Le risque de piratage des données, d'autant plus qu'on est dans l'approche digitale, du dossier médical partagé. Si on ajoute la génomique, il y a le risque de piratage par des pirates à l'international. C'est pour ça qu'actuellement, beaucoup de pays
ont développé ce qu'on appelle la cybergénomique à travers l'approche cybersécuritaire que déjà le Maroc. Mais l'approche cybergénomique, elle doit être rentrée en considération et on est en train de mettre en place des recommandations à travers la CNDP au niveau du Maroc. Thérapie génique, je termine sur le futur, c'est grâce à la connaissance de la génomique mondiale et chacun doit développer sa génomique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui font le projet génome humain, en Arabie Saoudite, en France, aux États-Unis, ce qu'on appelle le projet génome humain français, le projet génome humain anglais, etc. Pourquoi? Ce n'est pas par le plaisir de le faire, c'est pour avoir des bases de données, pour corréler la base de données de votre génomique de la population aux résultats de patients et faire de la corrélation. Et je termine sur, c'est pour ça que les outils moléculaires de thérapie génique sont très importants, mais avant ça, il faut cartographier nos patients pour orienter quelle thérapie elle est adaptée. Je termine sur cette diapo qui est en 1900, la moyenne de survie était 40 ans. On est maintenant à 85 ans au Maroc, 86 au Maroc, pour les femmes bien sûr. Les hommes sont toujours moins 3 ans de moins. Vous savez pourquoi? Alors, c'est 3 ans moins les hommes et les femmes, ils sont survivants. Ils survivent toujours après l'homme 3 ou 4 ans après. Donc, et probablement dans un siècle, arriver à 100 ans est possible, voire quelques scientifiques partent dans 2 ou 3 siècles à 150 ans. Parce que, peut-être dans la discussion, et parce qu'en 900, on vivait 50 ans, et après, c'est l'espérance de vie. La grande problématique qui va se poser, c'est au niveau du système nerveux central, dans les maladies génératives, parce que systématiquement, si vous vivez 150 ans, systématiquement, vous allez faire une démence. Et je termine sur la diapo, c'est que là, c'est pour dire qu'on est un pays d'histoire, et celui qui a l'histoire aura l'avenir. Et bien sûr, aujourd'hui, on n'est pas un pays de technologie, mais si on veut, on peut, parce que tout simplement, on est le pays où il y a eu le plus ancien doctorat de médecine et de médecine en 1207, premier doctorat en médecine à l'université de Qarawiyya Fès. C'est pour ça que celui qui a l'histoire aura l'avenir. Tout simplement, il faut bosser. Je vous remercie et je m'excuse du retard.